Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Game of Thrones saison 8 épisode 2. Alors c'est extraordinaire dans Game of Thrones parce que ce soit la semaine dernière dans un épisode on va dire de mise en place, là cette semaine un épisode qu'on va un peu appeler vulgairement épisode de transition, mais c'en est pas vraiment un quand même. Il se passe toujours quelque chose, enfin c'est incroyable, c'est quand même le calme avant la tempête cet épisode. Et c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, les thématiques sont tellement riches, les personnages sont tellement forts, que même dans un épisode comme ça, il y a encore des choses à raconter. Alors je tiens à préciser que cette vidéo sera évidemment full spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode encore, mais je pense qu'à l'heure où je publie cette vidéo, vous l'avez majoritairement, quasiment tous vu, donc vous revenez me voir après, une fois que vous avez vu l'épisode. En attendant, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer sur les personnages et les situations, je tenais quand même à souligner l'influence quasi Peter Jacksonienne, si je puis m'exprimer ainsi, de cet épisode, quoi. Il y a quand même un doux parfum du Seigneur des Anneaux qui flotte sur cet épisode. Moi, plus je regardais l'épisode, plus ça me frappait. Il y a un côté, tu sais, préparation de la bataille du gouffre de Helm. On pourrait même évoquer un peu Minas Tirith aussi. Et on voit un petit peu ce côté hommage un peu au Seigneur des Anneaux. Moi je trouve, moi j'ai toujours considéré Game of Thrones comme un croisement des Rois Maudits et du Seigneur des Anneaux. Et là, on se dit que Peter Jackson en 2001, il a quand même posé les bases, en tout cas il les a reposées, les bases de l'heroic fantasy, quitte à ce que les autres puissent plus rien faire pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que Game of Thrones quand même arrive, et là, prennent un petit peu la relève. Alors non pas que les deux œuvres soient similaires, bien entendu. Dans Game of Thrones, on a quelque chose de beaucoup plus adulte, et peut-être beaucoup plus médiéval, on va dire. Mais quand même, on garde cet aspect médiéval fantastique dans Game of Thrones qui est super important. Et pour moi, il y a Le Seigneur des Anneaux. Après, c'est très difficile de trouver, j'ai envie de dire, des sagas d'heroic fantasy, voire médiéval fantastique, dignes de ce nom. Et puis, il y a Game of Thrones, quoi. Voilà. Et là, on le voit bien. On voit bien que les deux œuvres se rapprochent, quoi. Et c'est tellement frappant qu'on va même mettre la chanson à la fin de cet épisode, chanson chantée par le personnage de Podrick, et qui rappelle évidemment la chanson chantée par Pippin dans Minas Tirith, en parallèle avec Faramir qui va attaquer les orques. C'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que pendant tout l'épisode, tu te dis, putain, on dirait le Seigneur des Anneaux, c'est incroyable, etc. Et il y a même cette chanson à la fin, alors peut-être il y en a qui diront que c'est un peu pompé, etc. Moi je le vois plus soit comme un hommage, au mieux avec une chanson qui colle parfaitement à l'état d'esprit de l'épisode. Et par rapport à cette chanson, il s'agit de l'histoire du prince Duncan Targaryen, un ancêtre de Daenerys et donc de Jon Snow, qui est tombé amoureux de la belle et étrange Jenny qui donne son nom à la chanson. Le prince était promis à une autre, mais il a finalement choisi d'abandonner le trône de fer pour finalement se marier avec Jenny. Ce choix du cœur très romantique ne s'est pas bien terminé, puisque cela provoqua une crise politique majeure et une rébellion, faisant couler beaucoup de sang sur les terres de Westeros. Alors sur les personnages maintenant, il y a le personnage de Jaime, d'ailleurs l'épisode s'ouvre sur Jaime, puisqu'il se terminait sur l'arrivée de Jaime Lannister à Winterfell, et là on commence tout de suite par du très lourd, puisque Jaime doit s'expliquer devant Daenerys. Heureusement que Brienne est là pour le sauver de ce marasme, et donc on va avoir le droit à un personnage de Jaime tout en repentance, puisqu'il va aussi avoir une scène avec Bran, et là on sent vraiment un personnage coupable, un personnage qui va revenir sur ses erreurs passées, comme d'ailleurs beaucoup de personnages dans cette saison, mais c'est particulièrement frappant par rapport à Jaime. Et il va avoir le droit aussi à des scènes assez touchantes et assez importantes d'ailleurs, avec le personnage de Brienne, je vais en revenir un tout petit peu plus tard. Alors la chose super intéressante dans cette saison 8, c'est l'exploitation de la relation entre Sansa et Daenerys. On a vraiment toujours l'impression de ce respect mutuel, peut-être de cette complicité naissante et paradoxalement de cette méfiance exacerbée. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir ça quand je vois ces deux personnages, l'un en face de l'autre, en train de discuter, parce qu'on voit bien Daenerys dans sa volonté de réunifier les 7 royaumes, mais en face, tu as quand même une Sansa qui, elle, maintenant, est totalement assise. Quand je dis assise, c'est assise par cette espèce de maturité qu'elle a acquise tout au long des 8 saisons. Et c'est une opposition de taille à Daenerys, puisque Sansa, elle, veut garder cette espèce d'indépendance du Nord. Et serait-elle prête à accepter Daenerys comme reine? Vraiment, vraiment pas sûr. Et donc, on a vraiment l'impression que cette réunification est extrêmement fragile et que cette amitié naissante, cette complicité naissante
peut voler en éclats, mais vraiment, alors à tout moment, quoi. Et c'est là, pour moi, tout le génie des showrunners qui nous ont amené à ça, les scénaristes qui nous ont amené à cette situation, quoi. C'est-à-dire que même où tu pourrais te dire que dans la saison 8, bah, il y a beaucoup de choses qui vont être résolues de toute manière, oui, parce qu'on arrive à la fin, mais il y a quand même encore ce suspense, alors que tu sais qu'il n'y a plus que 5 épisodes derrière, maintenant 4. Et tu te dis, mais comment tout ça va se résoudre? Est-ce que ça va pas, tout va pas se barrer en cacahuète? Est-ce que cette alliance n'est pas si fragile? Est-ce qu'elle va vraiment se faire, quoi? Et c'est quand même maintenant Daenerys et Sansa devenues deux femmes de pouvoir, quoi. Je veux dire, elles ont démarré, elles étaient totalement soumises aux événements de l'histoire, et maintenant elles ont leur destin en main, et aussi le destin des 7 royaumes. C'est quand même assez extraordinaire cette évolution dans les personnages quand même. Et cette évolution de personnages est à souligner parce que je le rappelle, on voit pas ça dans énormément de séries. En général, la matrice d'un personnage d'une série, elle part du point A, elle finit au point A. Enfin, je veux dire, il y a des évolutions par rapport à certaines intrigues qui vont faire évoluer un petit peu le personnage. Mais des évolutions comme ça de personnages, on l'a vu dans Breaking Bad ou dans d'autres séries, mais dans très très peu de séries au final. Et là, on voit bien vraiment cette évolution assez extraordinaire. Mais d'ailleurs, comme beaucoup de personnages de Game of Thrones, et c'est là où cette série est remarquable. Alors le titre de l'épisode s'appelle Chevalier des 7 royaumes. On peut penser évidemment à Jaime Lannister. Moi, j'ai plus envie de penser à Brienne, qui est un peu le centre de cet épisode. L'épisode, on a l'impression qu'il s'articule un peu autour de Brienne, pas que évidemment, mais le personnage est devenu si important au fur et à mesure des saisons que maintenant, on a le droit à de véritables scènes super emblématiques par rapport à ce personnage-là. C'est-à-dire que ce personnage meurt dans l'épisode d'après, ou dans 2, ou même à la fin de la série, on se souviendra vraiment de Brienne, alors qu'à la base, c'était quand même un personnage assez secondaire. Et là, maintenant, on a le droit à un vrai arc de personnage, pareil que les autres. C'est un personnage qui est très très bien traité. Donc, avec cette relation très touchante entre Jaime et elle, quoi, une relation d'amour, une relation vraiment où on n'ose pas dire les choses, quoi. Et puis, cette fameuse scène de l'adoubement, quoi, qui est juste super émouvant. Et on a vraiment l'impression de voir, bah, non seulement un chevalier accompli, mais surtout une femme accomplie. C'est une scène extrêmement touchante, et du coup, ça ferait presque peur qu'elle ne survive pas dans l'épisode d'après, puisque on sait ce qui va se passer dans l'épisode 3, hein, il va y avoir la grosse bataille entre Winterfell et les Marcheurs Blancs, et là, on se dit, est-ce qu'elle va survivre, pourvu qu'elle survive à cet épisode 3, à cette bataille, quoi. Mais rien n'est sûr, on sait que dans Game of Thrones, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment, et c'est vrai que là, on a très très peur pour ce personnage, et ce serait dommage parce que vraiment, on a eu un attachement terrible avec ce personnage de Brienne, et surtout dans cet épisode, quoi. Alors en parlant d'accomplissement de personnage, la transition est toute trouvée, on va parler d'Arya. Arya, voilà, qui est aussi maintenant une femme accomplie. Scène de sexe avec Arya, c'est extraordinaire. Moi, j'ai sauté au plafond, je trouvais ça génial. Non, mais parce que moi, Arya, c'est pas un personnage que j'aimais énormément. C'est vrai, je dois l'admettre. C'est pas un des personnages que je préfère dans Game of Thrones. Très clairement, je la trouve trop bourrin, trop comme ça, trop un peu sur une ligne. C'est vrai que j'ai adoré cette volonté de cette jeune femme qui auparavant était cette petite fille qu'on a connue dans la première saison. Il faut quand même se rappeler qui était Arya dans la première saison, quoi. On a le droit à cette scène de sexe entre Gendry et elle, où elle impose sa volonté, où elle veut vraiment, on va dire, goûter aux joies du sexe. Et franchement, cette scène fait super plaisir. Moi, vraiment, je trouve que c'est une scène méga importante de l'épisode, puis surtout une scène super importante pour le personnage. Une fois de plus, un arc narratif avec un personnage qui a évolué de saison en saison jusqu'à cet accomplissement sexuel, là pour le coup, et on verra aussi quel autre accomplissement elle pourra avoir au fur et à mesure des épisodes de cette saison 8. On n'en sait rien encore pour l'instant, mais il y aura certainement d'autres choses qui vont se passer évidemment avec ce personnage. Alors une des meilleures scènes pour moi de l'épisode, c'est évidemment la révélation finale, c'est-à-dire que celle que Jon Snow va révéler à Daenerys comme quoi il est Aegon Targaryen. Là, j'ai trouvé ça fabuleux parce que c'est pas tant la révélation en soi, parce que nous on le savait, mais c'est ce que ça va provoquer chez Daenerys, ce à quoi ça la renvoie, ça la met en face de son ambiguïté, l'ambiguïté de ce personnage, qui n'est pas un personnage foncièrement méchant, qui a quand même acquis au fur et à mesure des saisons cette espèce de soif de pouvoir, cette soif de vouloir conquérir le trône de fer à tout prix, et là, le fait d'avoir cette révélation, elle ne pense même plus à l'amour qu'elle a pour lui. Là, c'est carrément, elle pense au trône qui risque de lui échapper, quoi. Et c'est terrible. Emilia Clarke, je trouve, le joue très bien, le joue comme il faut, parce qu'on voit d'un seul coup quelqu'un
qui descend de son trône, quoi. C'est le cas de le dire, qui descend de son piédestal, quoi. Qui avait une espèce de voie toute tracée, mais avec cette révélation des origines de Jon Snow, on a l'impression, pareil que la confrontation qu'elle a avec Sansa, que tout est foutu par terre. C'est-à-dire que Daenerys est en permanence confrontée avec les Stark. Que ce soit avec Sansa qui lui dit en gros, moi je suis pas prête à t'accepter comme reine, en gros si on schématise. Et puis maintenant, avec Jon Snow, l'homme qu'elle aime, qu'elle pensait justement, avec qui elle pensait vivre un amour quasi parfait, eh ben non, il n'y a rien qui est au beau fixe, quoi. C'est-à-dire que, pareil, ça va faire échouer son plan de récupérer le trône de fer. Et c'est terrible parce que ce dilemme mis en place dans le premier épisode continue à être exploité par les scénaristes dans cet épisode 2 et je pense au fur et à mesure, on va peut-être le lâcher dans l'épisode suivant puisque là ça va être la grosse bataille, je pense pas qu'ils aient le temps de se questionner sur qui est légitime pour le trône de fer, mais cette question va revenir extrêmement vite et comment va tenir ce couple? Est-ce que ce n'est pas un couple maudit? C'est ça que je trouve génial, moi, dans cette saison 8, c'est vraiment cette mise en place du couple, de ce couple qui n'en est peut-être pas vraiment un, quoi. Alors, comme je disais, si on regarde les trailers de l'épisode 3, donc il va y avoir donc cette grosse bataille entre les Marcheurs Blancs et Winterfell. L'épisode va durer, je crois, 1h20, donc ça va être peut-être un des plus gros épisodes de Game of Thrones, toutes saisons confondues, de toute l'histoire de cette série. Je pense que ça va être sacrément épique. Alors moi, je vais pas me lancer dans des théories, j'aime pas trop ça. Moi, je pars du principe, voilà, il y a quelque chose qui est écrit. J'aime pas trop spéculer sur des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Mais si ce n'est que j'ai un peu peur de certains personnages qui vont mourir, oui, parce qu'il va y en avoir. Si on suit un schéma classique de narration de séries télé ou de films, on peut se dire que ça va être les personnages secondaires qui vont y passer en premier. Ils vont pas sacrifier Jaime, Daenerys, Tyrion, enfin bon voilà quoi, ça m'étonnerait. Mais ils vont peut-être plus sacrifier évidemment les personnages que j'appellerais secondaires. Mais ces personnages secondaires posent un problème puisque, c'est comme je disais au début de vidéo, il y a plein de personnages secondaires auxquels on s'est réellement attaché, notamment Brienne et tout ça, qui ont vraiment pris leur importance capitale dans l'histoire de Game of Thrones. Et ce serait un crève-cœur de la voir mourir dans cet épisode, peut-être même de la voir mourir tout court. Mais logiquement, il devrait faire mourir certains personnages secondaires, voilà, et non pas les principaux, quoi. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones. C'est encore du très très lourd, je le rappelle, c'est un épisode, oui, où il n'y a pas de grosses bastons épiques incroyables, mais voilà, toujours cette exploitation de personnages, toujours super bien maîtrisée dans la série, que j'espère que ça va continuer comme ça. De toute façon, plus on va s'approcher de la fin, plus ça va être totalement épique. Les épisodes vont durer 1h20, ça va être totalement dingue. Donc on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la review de l'épisode 3 qui s'annonce sacrément épique. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez les pouces bleus, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode et ce que vous attendez éventuellement même pour l'épisode 3. N'oubliez pas, vous avez maintenant 2 liens pour soutenir la chaîne. Vous avez le lien Tipeee, vous avez également le lien YouTube. N'hésitez pas à vous y rendre pour soutenir la chaîne. Alors nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera jeudi soir et une vidéo de taille pour le coup. Ce sera Avengers Endgame. Voilà, moi je vous dis à très très vite.